Un pays entier sans électricité, des transports à l'arrêt, des supermarchés vides, des hôpitaux en alerte. Ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, c'était juste l'Espagne cette semaine. Et pendant que certains découvrent que le frigo ne garde pas le froid sans électricité, d'autres s'y préparent depuis longtemps. Prévoir le pire pour mieux le traverser, est-ce que c'est parano ou simplement lucide? On les appelle survivalistes, eux se disent simplement préparés. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour David. Alors, cette mésaventure espagnole a duré, selon les régions, au minimum 4h30, mais jusqu'à 20h dans les régions les plus touchées. Qu'est-ce qu'un blackout massif change concrètement pour un citoyen moyen en 24 heures, en 48 ou 72 heures? Ça, c'est une bonne question. Pour y répondre, en fait, il faut regarder déjà les contextes, à mon sens. Si tu es dans un contexte urbain, euh, ça va être beaucoup plus rapide que si tu as déjà, en fait, une, euh, un espace de résilience. Alors, même si j'aime pas vraiment ce mot-là parce qu'il est employé à toutes les sauces, un espace, en fait, qui va te permettre de changer de paradigme assez rapidement. Euh, Effectivement, tu en as parlé, le frigo, bon, bah, c'est le premier truc auquel on pense. Le téléphone, recharger la voiture, parce que maintenant, avec le parc qu'on a, recharger la voiture. Mais en fait, il y a des utilisations d'électricité auxquelles on pense un peu moins. Par exemple, les pompes de relevage pour relever les eaux usées dans une maison ou en ville. Il y a des pompes qui consomment des gigawatts, je pense, dans les grandes villes. S'il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Donc en fait, très rapidement, la situation, elle devient non seulement désagréable au niveau odorant, mais aussi explosive, parce qu'il y a les fermentations, etc. Si l'eau, elle n'est plus traitée, ben, à court terme, on n'a plus d'eau. Et là, ça devient vraiment problématique. Après, tant qu'on parle de pompes, il y a aussi des pompes à carburant. On se dit, ouais, j'ai pas de problème. Moi, je fonctionne, j'ai mon groupe électrogène et compagnie. Mais en fait, ou la voiture à essence, voiture à diesel. Mais du coup, pour aller à la pompe, bah, les pompes, alors bien sûr, beaucoup de ces organismes-là ont des groupes électrogènes de secours, etc. Mais ça peut coincer très rapidement et créer des tensions, créer des paralysies. Les hôpitaux, c'est pareil, en groupe électrogène, ils ont normalement entre 3 jours et une semaine. Euh, donc, 24 heures, c'est pas dramatique. Il y a le frigo, le congèle. Bon, potentiellement, on peut utiliser le groupe électrogène. Pour ceux qui sont les plus prévoyants, il y a la batterie. Mais pour une coupure comme ça, bon, 20 heures, c'est, à mon sens, c'est pas encore. Ça permet juste de se poser la question, et si ça durait plus longtemps? Et ça, Justement, c'est une très très bonne question. ouais, la question qui va avec, si ça durait plus longtemps, c'est, tu as déjà commencé à l'aborder un petit peu les premières ressources qui me manquent quand tout s'arrête, mais du coup, est-ce qu'il y a des études où on sait à partir de moment le risque de chaos commence à arriver? Là, c'était 20 heures, donc une journée et une nuit. À partir de combien de temps ça devient beaucoup plus problématique? En fait, c'est deux facteurs. Il y a le facteur de tous les pénibles. En fait, pour moi, il y a deux de grands effets de masse qui arrivent. Il y a tous les pénibles, les gens en fait qui vont réclamer parce que on leur doit des choses. Ces gens-là, c'est pour moi toute la génération des pauvres, même s'ils sont riches en objets, etc. C'est simplement des gens qui pensent à eux-mêmes euh, et qui vont très vite déstabiliser la situation sociale parce qu'ils veulent de l'électricité, parce que l'IA ne fonctionne plus. Eh oui, parce au bout de 24 heures, les téléphones déchargés, bah, on va pas faire tourner des groupes électrogènes pour les téléphones. Donc, ben, plus d'IA, une partie, ou même plus de jeux vidéo, ou plus de télé, il y a une partie de la société qui va se retrouver sans opium, sans drogue pour les occuper, etc. Donc, forcément, il y a des choses qui vont se réveiller à ce moment-là.
Et puis, il y a le deuxième effet qui est la peur de manquer. La peur va faire rentrer les gens en mode survie. Et en mode survie, le problème, c'est que il n'y a plus de morale. Hmm. On pense à sa pomme. On croit que c'est la seule solution pour vivre dans ces moments-là, enfin, pour survivre, c'est d'écraser l'autre. C'est mon besoin à tout prix. Et là, ça fait vraiment vriller les choses. Hmm. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est clairement déjà dans ce mode-là. Pour une bonne partie de la population, ils sont déjà dans ce mode-là. Ok. Toi, tu te prépares sans même y penser depuis tout petit. Dans d'autres interviews, tu nous avais raconté comment tu vivais déjà dans la forêt adolescent et comment tu nous encourageais à avoir un sac de survie. Pour ceux qui veulent en savoir plus en dessous de cette vidéo, je mettrai le lien vers la playlist qu'on a fait sur les crises et notamment sur la vidéo particulière où tu nous suggères d'avoir un sac de secours. Euh, D'ailleurs, tiens, j'avais pas pensé à ça, mais il y a pas longtemps, notre président a dit qu'il allait nous envoyer une liste. Est-ce que tu as lu, est-ce que tu as pu lire cette liste ou pas encore? Non? J'ai pas pris le temps, honnêtement, de lire la liste, mais il y en avait déjà une qui existait. Oui. À comparer, en fait, c'est bien justement des listes qui sont faites pour tenir quelque temps, afin de permettre à la situation de se remettre comme avant. Ouais. Mais en réalité, c'est de retrouver en fait notre dépendance au système. Hmm, Mais l'idée, c'est pas ça. hmm. Je- C'est, c'est Vas-y, vas-y. comment s'en passer, quoi. Très bien. Je me rappelle à l'époque, nous avions mis en avant, je crois, la liste préparée par l'État suisse, enfin, la Fédération suisse. Mais du coup, toi qui te prépares depuis toujours, même quand tu n'y penses pas, quelles sont les compétences de base que tu recommandes à ceux qui veulent devenir un peu plus autonomes sans sombrer dans l'extrémisme qui ne serait pas Mm. forcément à conseiller? Non, non, tout à fait. C'est vraiment pas conseillé parce que si le moteur est la peur, ben, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. En réalité, quand tu m'as posé la question au début en me disant, tiens, si on parlait de ça, il y a une phrase qui est revenue dans ma tête directement. C'est un de mes patrons, quand j'étais plus jeune, qui me disait ça. C'est dis-moi ce dont tu as besoin et je t'expliquerai comment t'en passer. Euh, et par ce côté-là, en fait, la meilleure manière de se préparer, c'est d'essayer. Euh, on peut imaginer plein de contextes, on peut imaginer plein de situations. On ne sera jamais préparé à ce qui va arriver. Ça, c'est une règle de base. On peut se préparer pour des coupures, une guerre nucléaire, un État qui vrille, la population qui vrille. On ne sait pas. On ne sait pas clairement quel sera le prochain blackout. Euh, mais en, tout est, en, en toute configuration, l'idée, c'est de savoir de quoi on est dépendant et de savoir comment s'en passer. Mhm. Donc, voulez-vous préparer à cette situation-là? Bah, c'est simple. Allez vers votre compteur, coupez et regardez ce qui se passe pendant 2 heures. Ok. Regardez ce qui se passe pendant une journée. En même temps, vous allez faire des économies. Et puis regardez ce qui se passe 3 jours sans électricité. OK, qu'est-ce qui se passe? Euh, et de la même manière, tiens, 3 jours sans véhicule. Tiens, 3 jours sans téléphone. Tiens, si on allait fonctionner pendant quelques jours avec un frigo vide, comment ça se passe? Et ça amène justement en fait des compétences, une intelligence de la débrouillardise, de l'adaptabilité. Après, pour se protéger, enfin comment dire, pour se préparer à des situations qui pourraient être inhabituelles, le tissu social est vraiment un des plus importants. Un des premiers facteurs de la survie, c'est la paix. Mhm. Et la paix, bah, c'est la paix entre voisins, d'être connecté localement à des gens qui vous font confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Ouais. C'est comme ça qu'on s'en est sorti, enfin, comme je disais dans cette vidéo qu'on avait partagée, on est issu de survivants. Parce que tous ceux qui sont morts avant d'avoir des enfants, eh ben, leur lignée s'est arrêtée. On est issu d'une espèce de sélection naturelle. Ben, on peut faire confiance à cette sélection naturelle
Nos aïeux ont survécu et on va survivre. Mhm. Mais la seule manière de survivre, c'est d'être en paix déjà avec nos semblables. Ouais. Donc, il faut connaître ses voisins, euh, les avoir nourris, savoir combien ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment. Et puis, au-delà de tout ça, se poser la question, à quoi ça sert de survivre? Ouais. Parce que si on veut survivre à tout prix sans savoir à quoi ça sert, bah, on est juste en fait paumé et à tourner en rond. Donc, le fait de se poser la question, quel est mon apport dans ces moments-là? À quoi je peux servir à l'autre, à mon voisin, à la société? Dans une situation pareille, qu'est-ce que je peux amener de plus, de, juste de pertinent? Faire partie de la solution plus que faire partie du problème. Mhm. D'amener, voilà, quand tu parles un peu de chaos, on pense tout de suite, ben, chaos, on a une armée pour ça. On a des policiers, les forces de l'ordre. Mais le premier acteur de la paix de la nation, c'est l'individu, c'est le citoyen. Si chacun se tient à carreau, ben, on va pouvoir concentrer toute notre énergie à résoudre ensemble le problème qu'il y aura à ce moment-là. Si c'est un problème d'électricité, si c'est un problème sanitaire, si c'est un problème d'alimentation, euh, voilà, une sécheresse, manque d'eau, bah Ouais. ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Plutôt que qu'est-ce que l'État peut faire pour toi? Ouais. Super. Ça me fait penser vraiment à ce que tu avais développé dans une discussion sur ça pour sauver sa vie ou pour la transmettre. Exactement. Le but, c'est pas Euh, de survivre, mais de transmettre. et justement, tu as parlé plusieurs fois de peur depuis le début de cette Hmm. discussion. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent... Alors, j'ai pas entendu la fin de la phrase. Ouais, je la répète. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que se préparer au pire, c'est céder à la peur? Alors, au contraire, euh, enfin, on peut prendre la peur comme moteur pour se préparer au pire et en fait, on va plus vivre, clairement. Ça sert à rien si vous voulez vraiment vous préparer et maîtriser toutes les circonstances de votre mort probable, ben en fait, ça s'appelle un suicide programmé. Parce qu'on va tous mourir un jour, en principe. Sauf quelques-uns peut-être, euh, mais on va tous, voilà, on va tous mourir. Donc, la meilleure façon de se préparer, en réalité, c'est à transmettre. C'est pas essayer de survivre à tout prix, c'est de savoir comment transmettre la vie. Euh, donc, se préparer, oui, mais c'est juste en fait du bon sens. On est dans un monde euh, où on cherche l'hyper-optimisation, ce que certains appellent la performance. Et on en oublie en fait la robustesse. On veut être toujours plus fin, le plus économe, le plus... voilà, on cherche à virer les microparticules, donc on interdit le gasoil. Mais en fait, on s'aperçoit que les freins des SUV qu'on fait vont générer plus de poussière que le gasoil le faisait. Donc en fait, l'hyper-optimisation nuit beaucoup à la robustesse. Et on veut toujours être plus simple parce qu'on est des feignants intellectuels, alors que le monde qui nous entoure est un monde complexe. Il faut dire oui à la complexité, il faut rentrer dans cette complexité, la comprendre, l'observer euh, et s'intégrer dans cette complexité. Pas vouloir, pour être plus simple, s'en sortir. On regarde une forêt, comment ça fonctionne. C'est merveilleux de complexité. Et on est étonné juste à regarder. On est juste étonné, émerveillé par comment ça fonctionne. Et la meilleure façon de se préparer, c'est d'éviter en fait de tomber dans des principes simples et d'oublier en fait d'où on vient. On vient de la Terre, on vient d'un milieu naturel. Notre milieu naturel, c'est notre milieu d'origine et on vit tous dans un milieu artificiel. Donc, enlevons les chaussures, sortons un peu pieds nus dans l'herbe et regardons ce que ça fait de dormir une nuit à la belle étoile. Vous êtes à côté de chez vous, allez-y. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on se prépare.
juste en retournant d'où on vient. Alors, tu parles de se préparer depuis le début, Mm. se préparer à à toute catastrophe possible, se préparer à la fin du monde, c'est super, mais est-ce que c'est pas aussi prendre le risque de que les voisins viennent te piquer tes boîtes de conserve? Oui, c'est un risque, bien sûr, et c'est un risque à prendre. Parce que en même temps, s'ils viennent piquer, c'est qu'ils en ont besoin et c'est que tu t'es pas préparé correctement. Explique-moi ça. Bah, ça veut dire tout simplement que si tes voisins viennent te piquer tes boîtes de conserve, c'est que t'as pas une relation avec tes voisins qui est stable. Hmm. Alors que si jamais, dès que ça commence à partir en vrille, eh ben, tes voisins sont déjà dans ton salon en train de chercher ensemble la manière de faire, ça fonctionne. Après, il faut pas être dans une utopie pacifiste. On sait très bien que quand ça part en vrille, il y a les pénibles qui viennent par la peur des dominants. Et il y a une espèce de masse qui se lève de dominants qui vont essayer d'exploiter les plus faibles. À ça, je répondrais, dans la préparation, euh, il faut à un moment donné s'opposer. Et ça revient au stock. Alors, déjà, au niveau des stocks, je rappelle qu'un stock, c'est pas fait pour passer l'orage et revenir à l'essentiel. Un stock, il doit être dimensionné pour passer d'un paradigme à un autre, un mode de fonctionnement à un autre. Si vous avez besoin, dans le cas d'une coupure d'électricité, de 24 heures d'énergie pour pouvoir passer d'un mode avec tout électrique à un mode sans énergie, OK, vous avez 24 heures d'électricité en stock, dans un groupe électrogène, en batterie, peu importe. Donc, si vous avez besoin de ça, vous le faites. Sinon, il n'y a pas besoin de stock. Vous n'avez pas besoin d'avoir 6 mois de nourriture si vous habitez à la campagne, à côté de la forêt, et que vous êtes autoproducteur, ou que Mhm. vous connaissez tout simplement la manière de vous nourrir dans le milieu naturel. Donc, en fait, le premier stock à avoir, c'est un stock d'expérience, de connaissances et de compétences. Ça, c'est essentiel. Après, les stocks de confiture, de sucre, de machin, de bidule, c'est juste fait pour passer d'un état à un autre. Et donc aussi stocker des relations, enfin stocker, travailler vos relations pour que justement ça se passe bien. Après, sur la question en fait des dominants qui vont venir voler potentiellement, etc., il faut être conscient que l'usage de la force entraîne forcément des conséquences. La coercition, le fait de s'imaginer, se dire, ah, moi je vais acheter un pistolet de défense, ou même pire, une arme à feu, d'avoir une capacité létale, c'est réagir déjà par la peur. Après, il faut être conscient, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas être utopique. Euh, il y aura des rapports de force qui vont se créer, mais la première opposition, c'est la dissuasion. Ensuite, amener une graduation dans l'opposition et, si besoin, être capable, effectivement, d'arriver à l'usage de la force, mais en sachant que cet usage de la force apportera forcément des conséquences sociales, comportementales, parce qu'on passe à un côté où on a fait usage de la force et voir derrière libérer simplement cette décision qui était prise entre je préfère ma survie à celle de celui qui est en face de moi. Et ce basculement n'amène plus la paix et donc enlève le premier facteur de survie. Mhm. Très bien. Pour terminer, ce petit survol du sujet, en étant un petit peu provocateur, est-ce que les survivalistes ne seraient pas les futurs bourgeois, c'est-à-dire ceux qui auront encore de l'eau, de la lumière et du riz quand tout le monde sera en manque? Potentiellement, potentiellement. Après, tout dépend où on met la notion de richesse. Euh, Quand tu dis bourgeois, j'entends dominant. Et effectivement, ben, le monde est ainsi fait. Sur l'instant, les dominants ont toujours raison.
sur le long terme, ce sont ceux qui s'adaptent le plus vite qui ont raison. Donc, vaut mieux savoir s'adapter, être en paix, faire partie de la masse. Et ceux qui vivent, ceux qui ont préparé leur petit bunker avec l'arbalète et la hache anti-zombie, etc., eh ben, ils seront certainement les rois du monde pendant quelques mois, euh, ou pendant les premiers instants d'un basculement hypothétique. Mais ceux qui construisent sur la durée, construisent ensemble et en paix. Hmm. Très bien, merci Philippe. Alors si ce sujet vous intéresse, il y a un an ou deux, on a commencé cette série des ressources en temps de crise. Et donc on a toute une playlist pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment préparer un sac ben, pour survivre, ou plutôt pour transmettre la vie, comment fonctionner avec l'autonomie à la maison, comment fonctionner en autonomie de crise, euh, en économie de crise. Plein de petits sujets comme ça qui vous permettront de continuer cette réflexion et donc, effectivement, on profite un petit peu de l'actualité qui permet à tout le monde de se rendre compte qu'on est dans une société fragile pour que ceux qui le doivent puissent se préparer. Merci Philippe d'être venu aujourd'hui et à très bientôt. À très bientôt. Merci David.